Messieurs les présidents, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs pour leur invitation à participer à cette réunion et puis pour m'offrir l'opportunité de partager avec vous un certain nombre de réactions, de questions, de commentaires relatives à la problématique de la perturbation endocrinienne. Alors, face à cet auditoire d'experts, j'interviendrai avec beaucoup d'humilité. Je n'ai bien entendu aucun conflit d'intérêts, ni avec Evian, ni avec d'autres responsables de l'eau, de la distribution de l'eau. Pardon, il y a un problème pour remonter. Voilà. Il y a un problème. Voilà. Donc, remarque préliminaire, mais non moins importante. La contamination de l'eau par les perturbateurs endocriniens, c'est le premier message et non des moindres, constitue un enjeu majeur de santé publique. Pourquoi ? Parce que cette contamination a été longtemps méconnue, occultée ou minorée, alors même qu'elle participe, qu'elle contribue à la problématique générale de la pollution environnementale. Je vais tenter en introduction de vous démontrer que les perturbateurs endocriniens sont à l'origine d'un véritable scandale sanitaire, un scandale social, un scandale économique, juridique et éthique. Que passe ? Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Je vous prie de m'excuser, mais je n'ai commis aucune faute. Simplement appuyer là, c'est tout. À moins que ce soit du sabotage. Attendez au moins la fin. Voilà. Oui, puis juste à faire ça. Hein. Ah oui, d'accord, monsieur. Voilà. D'accord. Alors, je vous ai dit que les perturbateurs endocriniens étaient à l'origine d'un véritable scandale qu'on peut décliner d'abord sur le plan sanitaire. Voilà, j'ai pas touché, quoi. En effet, depuis 20 ans, et c'est un message important, le spectre des maladies associées ou dépendantes des perturbateurs endocriniens ne cesse de s'élargir. Le message, tous les organes et de fait toutes les pathologies d'organes peuvent être associées à une contamination par les perturbateurs endocriniens. Je n'ai pas le temps de les lister. Bien entendu, les maladies endocriniennes, métaboliques, etc., neurologiques, neurodégénératives, cardiovasculaires, respiratoires et cancer. Il est admis que les perturbateurs endocriniens contribuent à l'augmentation exponentielle des cancers en France et dans le monde. Un message important, il a été rapporté de façon indiscutable que les perturbateurs endocriniens sont capables d'altérer notre microbiote, vous savez, notre deuxième cerveau, à l'origine de pathologies subséquentes. J'ai gardé pour la fin l'information la plus explosive. On sait que les perturbateurs endocriniens, nous allons le voir, ont une activité anti-androgène. Et donc, pendant la vie fœtale, ils sont capables de réduire l'androgénisation du fœtus et donc d'entraîner des troubles de l'identité sexuelle. C'est un débat qui fait rage aux États-Unis, à tel point que le président de la Ligue de défense de l'enfance, le sénateur Bob Kennedy, vous avez peut-être entendu parler, puisqu'il sera candidat à la présidence, pointe le risque de l'eau potable
d'entraîner ou d'être associés à des troubles de l'identité sexuelle chez l'enfant. Ne le prenez pas à la légère. Nous avons des données scientifiques qui montrent que les perturbateurs endocriniens sont capables, nous allons le publier dans quelques semaines, d'altérer l'identité sexuelle qui se met en place pendant la vie fœtale. L'omniprésence des perturbateurs endocriniens, je vais aller vite parce que tout le monde le sait, on les trouve partout, partout, de la bon, on les trouve, peu importe, partout. Et la famille des perturbateurs endocriniens ne cesse de s'élargir. Donc, un problème sanitaire incontestable. Un problème social. N'oublions pas que les perturbateurs endocriniens contribuent à l'inégalité environnementale. Il suffit de se promener dans les pays du Maghreb pour observer que ce sont les individus les plus pauvres qui sont le plus pénalisés par la pollution environnementale. Et donc ça, les politiques doivent en prendre compte. Un problème économique. Le coût de la contamination et de la santé environnementale se chiffre en millions d'euros et on considère qu'ils altèrent environ 10 à 11% du produit national brut. Je ne sais pas si vous le mesurez, c'est une dépense qui est loin d'être négligeable. Un problème juridique extrêmement difficile de démontrer la relation de cause à effet, et j'insisterai un peu plus sur le problème éthique. Vous savez que l'OMS avait érigé comme règle inscrite dans le marbre la protection de l'environnement est indispensable non seulement pour le développement des individus, mais pour les générations futures. Voilà un exemple des réflexions éthiques qui doivent susciter une interrogation et une prise de conscience importante. C'est un fœtus. Dans le sang du cordon, plusieurs équipes ont identifié des centaines de perturbateurs endocriniens. Donc, pas encore né, comme l'a écrit un éditorialiste d'une revue américaine, déjà contaminé par des centaines de perturbateurs endocriniens. Alors c'est grave, c'est préoccupant, parce que les perturbateurs endocriniens sont à l'origine de deux concepts importants. Le premier, c'est l'origine fœtale d'une pathologie adulte. Donc en impactant le fœtus, vous générez toute une série de pathologies à l'âge adulte. Et deuxièmement, non seulement vous générez une pathologie adulte, mais vous faites courir le risque d'entraîner une transmission transgénérationnelle des perturbateurs endocriniens. Je pense que ces deux informations sont suffisantes pour vous démontrer l'impact éthique des perturbateurs endocriniens. Alors de quoi parlons-nous? Ces perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques exogènes qui sont capables d'altérer à la fois la synthèse, la production, le transport et l'action d'une hormone endogène. Quasiment toutes les hormones endogènes sont susceptibles d'être altérées par les perturbateurs endocriniens. Initialement, il s'agissait des androgènes et des estrogènes, il y a 20 ans, mais on sait maintenant que ces perturbateurs endocriniens ont une action ubiquitaire, et donc tous les systèmes endocriniens sont altérés par ces perturbateurs. Alors on les trouve où? On l'a déjà évoqué, dans l'air que nous respirons, dans l'eau que nous buvons, et dans le sol, et à travers le sol, dans la chaîne alimentaire. Alors, je n'ai pas le temps de détailler, mais ce sont des mots qui vont évoquer quelque chose sans doute. Ces perturbateurs endocriniens, on les trouve principalement dans les pesticides, les herbicides et les fongicides. N'oubliez pas que la France produit 70 millions de tonnes de pesticides. Et pour la petite histoire,
lorsque nous nous sommes réunis pour le plan Éco-FICO il y a 15 ans, l'objectif était de réduire de 50%. Eh bien, cette année, la production de pesticides a augmenté de 11%. Donc, pesticides avant tout, mais également des solvants, les PCB, ces fameux PCB qu'on évoquait pendant le repas, qui polluent l'eau du Rhône, les estrogènes pour lesquels on pourra dire un mot, les bisphénols, les phtalates, les parabens, ce sont des données que vous avez, et puis les perfluoroalkyles, substances sur laquelle je dirais un mot, parce que nous avons été confrontés à un véritable délit d'initié récemment. Alors, ces perturbateurs endocriniens, en termes de toxico, posent des problèmes particuliers. En effet, et c'est un message important à retenir, ils n'obéissent pas aux règles de la toxicologie classique. La dose ne fait pas le poison, puisque ce n'est pas un effet monodose. Le temps, les mélanges, comme on l'a rapporté à Montpellier, le cocktail de pesticides amplifie l'effet d'un ou de deux pesticides, dont 1 + 1 n'égale pas 2, mais 3 ou 4. La vulnérabilité de certains stades, tout le monde le sait, la période fœtale, une période à très haut risque. Et enfin, les métabolites des perturbateurs endocriniens. Pour la petite histoire, j'ai appris il y a 48 heures que les PFOS, en fait, recouvraient 7000 congénères. 7000 congénères. Donc, lorsqu'un élu politique nous affirme de façon très péremptoire qu'il n'y a pas de PFOS, c'est contrevenir à une réalité scientifique, bien entendu, qu'il méconnaît. On parle d'exposants, n'oubliez pas que la contamination par ces perturbateurs, elle commence dans la vie fœtale, elle s'achève à l'âge adulte. Et en matière de relations d'eau et de perturbateurs endocriniens, les substances qui posent des problèmes particuliers sont d'abord les estrogènes. Alors, pour vous informer, au Canada, eh bien, il a été rapporté que on découvrait que 128 millions de pilules estro-progestatives par an, bien sûr, et 107 millions de doses de traitement hormonal substitutif étaient utilisées et se retrouvaient donc dans l'eau des rivières. Alors, les pesticides, j'en ai parlé, les plastiques, biphénols, les retardateurs de flamme, les cosmétiques, les PFOA et les microplastiques. Voilà finalement le cocktail auquel nous sommes confrontés quotidiennement. Alors la problématique des perturbateurs endocriniens dans l'eau n'est pas récente, puisqu'il y a environ 15 ans, l'Office de l'eau et l'INERIS avaient établi un état des lieux pour pointer le danger de cette association perturbateurs endocriniens dans l'environnement aquatique. Par ailleurs, quelques années plus tard, une équipe de Génération Future rapportait que 50% de l'eau du robinet en France contenait des résidus de pesticides en 2017. 50% de l'eau qualifiée de potable. Inquiétant ou pas, quelques années plus tard, je crois que c'est en 2020, eh bien, une autre étude rapporte qu'un tiers des eaux du robinet de France, un tiers, c'est-à-dire, si on calcule au prorata de la population, 20 millions de Français, 20 ou 25, boivent de l'eau contaminée par des pesticides ou d'autres perturbateurs endocriniens. Alors, à partir de là, nos autorités de tutelle ont mis en place un plan micropolluant dont les objectifs étaient de réduire les... Je souris parce que depuis 20 ans, les objectifs sont les mêmes. Réduire les émissions de micropolluants, consolider les connaissances et dresser la liste des polluants sur lesquels agir. Ceci était et s'inscrivait dans le projet micropolluants
qu'en est-il ressorti? J'attends d'en voir les conclusions. Alors, il y a eu une directive également du Parlement européen qui a fixé les limites de qualité pour les pesticides en définissant une concentration maximale acceptable par substance, une concentration par mélange. L'ANSES, plus récemment, a quantifié cette approche des pesticides en spécifiant, l'activité du pesticide. Alors, ne me demandez pas sur quelle base, parce qu'il y a de multiples méthodologies pour aborder la nocivité d'un pesticide. Ça va de l'action sur les hormones circulantes jusqu'à l'expression de gènes, le potentiel génotoxique, le potentiel reprotoxique, c'est-à-dire quelle est la capacité à altérer la reproduction chez l'homme, l'effet cancérigène, et puis d'identifier les métabolites dangereux. Donc vous voyez, les objectifs sont extrêmement nobles et tout à fait satisfaisants. Le problème, pour ce qui concerne mon analyse, c'est que nous attendons les résultats. Car un problème perdure, et c'est peut-être ma déformation de médecin, est-ce que la limite de qualité de l'eau du robinet est-elle suffisante, fondée sur des critères physico-chimiques? Est-elle suffisante pour définir la non-toxicité? Réponse, non. Puisque, comme l'écrit l'ANSES, et là je vous demande, s'il vous plaît, de m'écouter, eh bien l'ANSES écrit la définition, etc., ne constitue pas, je l'ai souligné en rouge, un seuil de risque pour la santé des consommateurs. Donc on nous dit, buvez, pas de risque toxico, mais à vous de gérer vos risques sur la santé. C'est Tartuffe à l'ANSES. J'ajoute que la problématique n'est pas complète, puisque la liste de ces micropolluants ne cesse de s'élargir. Les microplastiques constituent un challenge sur lequel les scientifiques se penchent, mais pour lesquels nous n'avons pas encore de décision. Simplement, je vous donne les premiers résultats. Selon une étude européenne, eh bien, 94% des eaux françaises contiennent des microplastiques dont on sait que ce sont des perturbateurs endocriniens. Alors j'ai gardé quelques minutes pour les perfluoroalkyl substances, que l'on appelle les perturbateurs endocriniens éternels. Ils ont, vous l'avez vu sans doute dans les médias, soulevé quelques débats. Alors on les trouve partout, vous voyez, ils sont partout. Ce sont ces produits qui tapissent au-delà des poils en téflon, mais qu'on retrouve dans les vêtements, dans les cosmétiques, dans les médicaments, dans tout notre environnement est tapissé de PFOAs. Vous me direz, comme certains l'ont fait, aucun risque. Eh bien, non. Le Parlement européen récemment a attiré l'attention sur les dangers potentiels des PFOAs, puisque dans leur publication, ils font état de 700. On sait maintenant qu'il y a 7000 congénères. Donc vous voyez combien il est difficile d'évaluer cette... Voilà. Alors, il y a eu une analyse des données de la littérature relative aux effets de PFAS sur la santé, et comme j'ai un véritable problème, pardonnez-moi. Bon.
tout cas, les PFAS sont des composés extrêmement toxiques à l'origine ou contributifs de pathologies du foie, de la thyroïde, des glandes endocrines, des ovaires, des testicules, bref, ce sont des poisons qui ont de surcroît la capacité à perdurer dans la biosphère, à perdurer pendant des mois, voire des années. Donc on les appelle des composés et des polluants éternels, et ceci est tellement vrai que l'Académie des sciences, c'était la dia précédente, l'Académie des sciences a organisé il y a quelques semaines une réunion où elle demande, en conclusion, de bannir l'utilisation des PFAS. C'est la conclusion dont je vous donnerai la référence puisqu'elle est sortie dans Nature, il y a 2 mois. Donc, vous voyez, on est au cœur d'un problème d'actualité qui est fondamental pour la santé de l'homme et pour lequel Montpellier s'est illustré par un imbroglio inimaginable au sein duquel le directeur de l'ARS a envoyé un message à tous ses collaborateurs les incitant à ne plus boire l'eau du robinet, eu égard aux concentrations élevées de PFAS dans l'Hérault et dans le Languedoc-Roussillon, donc un message très grave, et pour lequel, devant le tollé médiatique, le maire de Montpellier s'est cru compétent pour décider que finalement l'eau de Montpellier ne courait aucun risque en termes de PFAS. Voilà comment la capitale de la santé s'est discréditée dans toute la France, ça je le sais, à travers cette histoire de PFAS, interdit par le directeur de l'ARS, qui est quand même notre référence médicale sanitaire, et nos politiques. Bon, c'est pas... Merci. C'est pas bien grave. Je vais m'arrêter. Indiscutablement, il y a tout de même dans ce discours que je ne voudrais pas anxiogène, il y a des messages d'espoir, sinon des messages... Non, c'est avant, bien avant. Des messages d'optimisme. Premièrement, l'ONU a organisé il y a 6 mois une conférence nationale sur l'eau. Donc, c'est laisser penser, si l'ONU peut être utile dans certains domaines, et notamment dans le nôtre, c'est-à-dire la santé, eh bien, je souscris. Donc, l'ONU a pris en compte le problème de l'eau. Deuxièmement, l'Assemblée nationale, au mois de septembre, il y a 2 mois, a organisé une table ronde sur la qualité de l'eau. Et finalement, je vous demande simplement de retenir, ce n'est pas un scénario catastrophe, ni une vision alarmiste. Il s'agit simplement d'un constat et de considérer avec l'ONU que l'eau représente l'avenir, comme vous l'avez dit, monsieur, l'avenir de l'humanité et l'avenir surtout de nos enfants. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de parler antibiotiques, mais je ne peux pas parler antibiotiques sans parler antibiorésistance. Donc on va commencer par un petit contexte sur l'antibiorésistance. Donc j'aime bien ce petit graphe, cette chronologie qui montre la mise sur le marché des grandes molécules, des grandes familles d'antibiotiques. Et pour chacune de ces grandes familles, en fait, vous avez un rectangle rose qui commence à la date de commercialisation des molécules. Et suite au rectangle rose, vous avez une flèche verte qui commence à la date où on a détecté les premières résistances aux antibiotiques. Et donc, qu'est-ce qui ressort de cette représentation? C'est que, en fait, il y a eu beaucoup d'innovations thérapeutiques dans les années de 50 à 1980 à peu près. Et puis depuis, ça s'essouffle un petit peu. On a moins d'innovations en termes d'anti-infectieux, antibactériens.
Et puis, ce qu'on remarque également, c'est que ces rectangles roses, donc ces périodes pendant lesquelles on a l'antibiotique, mais on n'a pas encore de résistance, ben, elle n'est pas très longue. Et donc ça va de quelques... Ici, les plus larges, c'est une vingtaine d'années. Mais le plus souvent, en quelques années, on a émergence de résistance. Émergence et dissémination de ces résistances, ce qui fait qu'on peut arriver à des impasses thérapeutiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des bactéries, donc elles ne cumulent pas, bien heureusement, toutes les résistances, mais certaines peuvent cumuler différents mécanismes de résistance et devenir multirésistantes, voire tauto-résistantes, c'est-à-dire qu'elles vont être résistantes à tous les antibiotiques qu'on a sous la main. Donc, si on fait un état des lieux, donc aujourd'hui ou hier, en 2019, on estimait qu'au niveau mondial, on avait 1,3 million de décès attribuables à l'antibiorésistance, plus de 5000 décès par an en France. Et il y a via des outils de modélisation, il y a une prédiction qui dit qu'en 2050, si on ne fait rien, si on continue à utiliser massivement les antibiotiques tels qu'on les utilise aujourd'hui, et s'il n'y a pas d'innovation thérapeutique, on arrivera à 10 millions de décès par an liés aux résistances aux antimicrobiens de façon générale. Alors, d'où vient cette résistance? Ben, la résistance, elle est majoritairement liée à un mésusage et à une surconsommation d'antibiotiques. Alors, comment se passe cette émergence de résistance? Ici, j'ai représenté une communauté microbienne dans laquelle donc, on peut imaginer notre microbiote digestif, on peut imaginer un écosystème dans l'eau. Donc, on a beaucoup de bactéries sensibles et puis on a quelques individus, quelques bactéries qui vont être résistantes parce qu'elles ont des mutations aléatoires, parce qu'elles ont une résistance. Donc, tant qu'on est dans cet état-là, ben, tout va bien. Par contre, s'il y a une pression de sélection, c'est-à-dire que si on met cette communauté bactérienne en contact avec des antibiotiques ou avec toute autre pression de sélection environnementale, à ce moment-là, toutes les bactéries sensibles vont disparaître et il va y avoir la place pour que les bactéries résistantes se multiplient. Et le problématique avec les bactéries, c'est que non seulement elles transmettent leur résistance à la descendance, mais en plus de ça, elles peuvent transmettre leur résistance à des bactéries de leur environnement, de l'écosystème. Donc il peut y avoir des transferts de résistance, donc des bactéries sensibles qui deviennent résistantes. Et à ce moment-là, donc, on arrive à ces phénomènes d'émergence, de persistance et de dissémination des résistances. Alors l'eau dans tout ça, ben, en fait l'eau c'est un élément qui va intégrer à la fois les antibiotiques que l'on prend au niveau humain, à l'hôpital, à la maison, les antibiotiques également du milieu vétérinaire, que ce soit les animaux d'élevage, les animaux domestiques, tous ces antibiotiques que l'on consomme, ben on les élimine par voie urinaire dans les fesses et ces antibiotiques se retrouvent dans les eaux usées et voilà, dans l'eau. En plus de ça, on a les bactéries résistantes vont également se retrouver dans nos eaux usées et dans l'eau. Et donc l'eau va devenir le réceptacle de tous ces contaminants, de toutes ces pressions de sélection. Et on va avoir dans l'eau des bactéries hydriques, mais également des bactéries, entre guillemets, humaines, donc qui proviennent de nos microbiotes. Cette eau, en fait, on va avoir ce qu'on appelle des hot moments, donc des moments où il va y avoir des conditions propices à cette émergence de résistance. Et puis, on a également des lieux, comme les stations d'épuration, qui sont des lieux chauds d'émergence de résistance. Alors, pour étudier cette antibiorésistance, pendant longtemps, on l'a abordé par le seul prisme de la santé humaine. L'antibiorésistance, c'était une problématique humaine, et donc on se bornait à ce secteur-là. Depuis quelques années, on étudie cette problématique sous le concept One Health, donc un monde, une santé. Donc c'est un concept qui est lié, qui est né d'une alliance entre des grandes organisations mondiales qui prônent une approche holistique, multisectorielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler d'antibiorésistance uniquement problématique humaine, mais il faut considérer également le milieu vétérinaire,
et l'environnement. Et tout ça dans un monde voilà, global. Alors, les liens entre l'antibiorésistance chez l'homme et les résistances chez l'animal, c'est assez bien établi. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts dans le milieu vétérinaire pour limiter la consommation d'antibiotiques. Et on a vu que certains antibiotiques qui étaient interdits dans le milieu vétérinaire. Et chez l'homme, on a vu moins de résistance. Donc, ces deux compartiments-là sont vraiment liés, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a beaucoup moins d'efforts qui est fait sur le compartiment environnemental et on ne sait pas trop quel est le rôle de ce compartiment environnemental. Alors, pour aborder cette question, donc on peut voir le côté antibiotique, donc contamination chimique. Alors là, ce n'est pas trop mon domaine, moi je suis microbiologiste. Donc on peut voir le côté chimie et puis le côté biologie. Donc quels sont les effets de la contamination de nos environnements par les antibiotiques ou autres molécules chimiques sur les bactéries. Alors, au niveau, quelques mots juste sur la chimie. Donc, les antibiotiques, ils peuvent se retrouver dans l'eau. D'où viennent-ils? C'est un petit peu comme les perturbateurs endocriniens. Ils ont une origine anthropique. Ils sont consommés par l'homme ou les animaux. Ils sont excrétés par voie urinaire digestive, retrouvés inchangés dans les fesses et les urines, majoritairement. On les retrouve également dans l'environnement après passage donc, dans les stations d'épuration, dans lesquelles il y a peu ou pas de dégradation. Et puis, on a également les effluents d'usines chimiques, d'élevage ou d'aquaculture. Alors, comment les quantifier? En fait, les antibiotiques, vous l'avez vu sur la première illustration, il y a beaucoup de familles, beaucoup de molécules, donc c'est très complexe à les rechercher tous. Il faut adapter la préparation des échantillons d'eau au type de molécules recherchées. Les antibiotiques ont des caractères physico-chimiques très différents, donc la méthodologie analytique pour rechercher spécifiquement tel ou tel antibiotique est très... Voilà, ça demande des mises au point analytiques. Et en plus de ça, ces antibiotiques peuvent être dégradés, donc on va avoir une présence de métabolites, plus ou moins une persistance de ces métabolites. Et donc là aussi, il faut adapter les méthodes analytiques pour rechercher toutes ces molécules. Et puis juste une petite remarque, les antibiotiques qui sont les plus fréquemment rencontrés dans l'environnement sont ceux qui se dégradent le moins et pas forcément les plus consommés. Et les plus consommés, ils sont rarement quantifiés parce qu'ils sont ils sont dégradés. Alors juste quelques repères, quelques chiffres. Ici, je vous ai mis quelques notions de quantité thérapeutique. Donc d'un flacon d'amoxicilline pédiatrique, c'est 3 grammes par flacon. Une boîte de comprimés d'amoxicilline, c'est 12 grammes. Et puis, quelques données. Alors, je n'ai pas de données sur l'eau de Montpellier, mais un article qui a quantifié des antibiotiques en Europe, et vous avez quelques quantités ici. Et globalement, la quantité d'antibiotiques est faible dans l'eau en France. Par contre, ce n'est pas parce que c'est faible que ça n'a pas d'effet. Alors, quelle est la conséquence de la présence d'antibiotiques dans l'eau? Tout d'abord, on a un effet sur l'équilibre, l'écosystème microbien. Si on met une pression, même à bas bruit, il peut y avoir un impact sur la structure de ces communautés. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut favoriser, et ça favorise le développement d'antibiorésistance, même à faible dose. À faible dose, on va stresser les bactéries qui vont avoir tendance à acquérir des résistances. Alors, quelle est la concentration toxique dans l'environnement? Là, c'est compliqué, là aussi compliqué à répondre, parce qu'on va avoir des effets sur les communautés, même en concentration sublétale. Donc, les industriels vont établir des concentrations qui sont prédites pour ne pas avoir d'effet, mais c'est un peu plus complexe que ça, parce que il y a également la notion d'effet cocktail. Donc, certes, l'antibiotique, on peut établir un PENEC, mais il y a l'effet cocktail, et ça on ne maîtrise pas l'effet de ces cocktails antibiotiques, les métaux lourds, donc les éléments transmétalliques ou autres molécules, les biocides, etc. Et puis, il y a l'effet de l'environnement aussi, parce que les communautés microbiennes sont soumises au réchauffement climatique, elles sont soumises à des eutrophisations, à des stress, et ça peut, là aussi, favoriser l'émergence de résistance.
Donc, on peut aborder la problématique de l'antibiorésistance sous l'angle de l'antibiotique et on peut également regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des communautés bactériennes. Et nous, c'est l'angle qu'on a pris. Et je vais montrer quelques résultats sur l'antibiorésistance au niveau de notre eau. Donc, on a mené une étude sur les eaux destinées à la consommation humaine, puisque vous savez que l'eau qui arrive, que l'on consomme, donc ces eaux sont contrôlées, il y a des limites de qualité microbiologique. Par contre, on n'a pas de connaissances sur l'antibiorésistance dans nos eaux potables. Alors quand je parle d'antibiorésistance, c'est à la fois les bactéries résistantes et puis les gènes de résistance qui peuvent également passer d'une bactérie à l'autre et qui sont aujourd'hui considérés comme des contaminants. Et donc, on a mené un projet qu'on a appelé projet Harry Potter pour zone atelier antibiorésistance en milieu hydrique, études et suivi de l'eau potable sur un territoire. Donc, au niveau de l'eau en France, les contrôles... En fait, on a voulu se baser sur un réseau existant. Donc, vous savez tous que l'eau potable est contrôlée, largement contrôlée en France en termes de microbiologie. Donc ça représente 310 000 échantillons par an, plus de 12 millions d'analyses par an. Et donc on a un réseau territorial d'analyse très étroit. Donc ce qu'on a fait, c'est que pendant 4 mois, on a récupéré Je vais reprendre. On s'est intéressé aux communes d'Hérault, le département de l'Hérault et de l'Aude. Et on s'est basé sur l'analyse qui était réalisée sur les eaux potables. Et chaque fois que c'était positif pour des Escherichia coli, on a récupéré les boîtes, les échantillons, et on a analysé les Escherichia coli et on a réalisé des antibiogrammes pour voir si ces Escherichia coli étaient positifs ou pas. Donc, sur les plus de 2000 échantillons, on en a eu 58 qui étaient positifs pour Escherichia coli. Sur les 58, on a isolé 85 souches. Et sur ces souches, la majeure partie était sensible à tous les antibiotiques testés. On a eu 12 souches qui étaient résistantes au moins à l'amoxicilline. Et ces 12 souches provenaient de 3 sites de prélèvement. Et on n'a pas eu de souches hautement résistantes identifiées. Alors cette étude, elle a montré qu'on pouvait s'appuyer sur un réseau existant pour ajouter des paramètres de contrôle, de suivi de l'antibiorésistance. Voilà, donc ça, on l'a fait sur l'eau potable, mais l'eau potable, ça représente, ou l'eau destinée à la consommation humaine, mais ça représente un tout petit maillon du cycle de l'eau dont on parle depuis hier. Donc, adossé à ce projet, on a également créé un service d'observation qu'on appelle Rablaise, qui est basé sur Montpellier. En fait, Montpellier et sa région nous offrent un terrain d'étude vraiment idéal pour étudier ce cycle d'antibiorésistance dans l'eau, avec la zone karstique au nord, le Lez et ses affluents urbains avec tout ce qui est pression anthropique urbaine et jusqu'aux lagunes. On a également des conditions climatiques contrastées avec les périodes d'étiage prolongées, avec les crues intenses. On a également le CHU qui nous donne aussi des informations sur l'épidémiologie de la résistance chez l'homme. Et voilà, donc ça c'est un site d'études qu'on a mis en place il y a 2 ans et qui nous permettent donc de suivre la dynamique de l'antibiorésistance. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.